Bonjour, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes toujours le jeudi 2 janvier 2014 et au moment où vous la verrez, nous serons probablement le vendredi 3 janvier 2014 vu le temps que ça me prend pour télécharger cette vidéo. Alors vous avez peut-être écouté en direct ou par le podcast l'émission qui a eu lieu sur France Culture, c'était le 28 décembre. Et le thème de l'émission, ça c'était dans le cadre de l'émission qui s'appelle L'économie en question. Et le thème de cette journée-là s'appelait la montée en puissance de l'économie dans le débat public. Alors dans l'esprit des producteurs de l'émission, il y avait quelque chose de positif dans le fait que l'économie monte en puissance dans le débat public. Alors j'attirais l'attention tout de suite, si vous m'avez entendu, sur le fait que c'est parce qu'il y a eu une sorte kidnapping, de kidnapping de la politique par le monde économique, c'est la montée en puissance des transnationales. En fait, le pouvoir acquis par des corps non élus comme les organismes qui décident, les bureaux qui décident des modifications des règles comptables, des choses de cet ordre-là qui décident finalement de notre sort. Les États représentent peu de choses à l'heure actuelle devant le pouvoir des transnationales. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'économie semble monter en puissance. Ce n'est pas dû, je dirais, à la qualité du discours tenu par les économistes. Vous avez vu, l'émission avait un petit peu commencé comme, je dirais, avec deux camps. Il y avait un anthropologue qui était là pour critiquer la profession des économistes et j'avais devant moi quatre économistes, mais les choses se sont devenues beaucoup moins claires par la suite. Je me suis trouvé être d'accord avec certains économistes se sont trouvés être d'accord avec moi. Et il y a eu des débats qui ont éclaté entre eux. Ils n'étaient pas d'accord nécessairement entre eux sur la manière de voir les choses. Et avant que le débat commence, il y avait déjà eu un souci qui avait été émis par certains, c'est que le débat ne s'enlise pas dans une question qui semble relativement épineuse en ce qui les concerne. C'est une question qui a été soulevée par d'autres. C'est le fait que la plupart de ces économistes travaillent pour des entreprises, pour des banques, et qu'il est difficile de ne pas les soupçonner d'un certain conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils défendent essentiellement leur institution. Je m'étais trouvé effectivement, j'en avais parlé à l'époque, dans déposition que je faisais devant le Parlement européen, pas celle que j'ai fait en novembre, mais il y a plusieurs années, et où je me trouvais effectivement en compagnie d'économistes baptisés très pompeusement experts et dont le rôle consistait essentiellement à faire de la propagande, à tenir un discours de type publicitaire pour leur propre institution. C'était effectivement assez gênant, assez embarrassant de voir ce spectacle. Mais la question, à mon sens, n'est pas tellement là, elle n'est pas tellement de ce conflit d'intérêts, elle est plutôt de l'ordre d'une autre chose, d'un autre aspect que j'ai soulevé. On a posé la question de la qualité des économistes qu'on entend à la radio et qu'on voit à la télévision. Et on a dit oui, c'est plus simple, la productrice a dit oui, c'est plus simple, bien entendu, d'inviter des gens qui habitent Paris, des gens dont les noms sont déjà connus, etc. Et moi, j'ai posé la question, je dirais, j'ai un peu mis les pieds dans le plat. J'ai dit, est-ce que la question n'est pas simplement qu'on laisse venir à la radio, qu'on fait venir à la radio, à la télévision, des gens qui sont en odeur de sainteté vis-à-vis du monde du business. Voilà. Des gens que le monde des affaires aime bien et qu'on inviterait moins des gens que le monde des affaires aimerait moins. Et il y a un article très intéressant qui a paru ces jours-ci, je vous donnerai la référence, dans le New York Times, qui pose exactement cette question. Il y a un monsieur, un professeur, dont le nom m'échappe, mais vous le verrez dans l'article, qui se trouve extrêmement bien doté, extrêmement bien doté. Il se fait que par une coïncidence, c'est un grand défendeur, un grand partisan de la spéculation. Voilà. Et l'article fait allusion au fait que si le milieu des affaires a une très haute opinion de lui, c'est parce qu'en fait, il est financé essentiellement par eux et qu'il n'y a pas de véritable coïncidence en réalité. Le milieu des affaires promeut des gens qui défendent leur vue.
Il n'y a pas ça, il ne s'agit pas seulement de la finance, c'est une chose qui m'avait frappé quand j'avais été invité à l'université de Yale il y a déjà pas mal de temps, on était en 1987, de la manière dont les bâtiments du département de l'école de commerce et du département d'économie, la manière dont ces bâtiments tranchent par rapport au reste du campus, par leurs colonnes en marbre et ainsi de suite. Les milieux des affaires favorisent un certain type de discours, en particulier ceux des écoles de commerce, et à l'intérieur de discours qui peuvent être tenus là, elles favorisent une certaine manière de parler des choses, celle qui dérange le moins. J'ai posé la question, je l'ai posée en particulier dans Misère de la pensée économique, du type de savoir qui est produit en économie. Depuis les années 1870, avant ce n'est pas vraiment le cas de cette manière-là, même si David Ricardo était lui-même un banquier, un spéculateur, c'était moins flagrant que le savoir produit était un savoir qui était produit essentiellement pour plaire aux financiers, qu'on produisait à l'intérieur de ses facultés un discours tel que les financiers puissent le tenir vis-à-vis du politique, un discours qui les arrange. Alors vous avez peut-être vu aussi aujourd'hui un article, c'est dans Le Monde. C'est à propos du climato-scepticisme. Les sommes sont tout à fait considérables de 2003 à 2010. C'est 650 millions d'euros qui ont été dépensés par les milieux d'affaires pour défendre la vue qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. En face de cela, eh bien, il y a les fonds que les universités peuvent réunir, que les États peuvent réunir pour défendre je dirais, de la recherche faite selon les critères habituels de scientificité, encore qu'il y ait des choses à dire. Il y a ces milieux climato-sceptiques sont parvenus en particulier à aller voir à l'intérieur des correspondances des savants qui défendent l'idée d'un réchauffement climatique. Et là, tout n'est pas beau à voir non plus. J'avais fait, quand cela était apparu dans l'actualité, j'avais fait la remarque qu'il s'agit malheureusement de la manière dont fonctionnent les disciplines scientifiques. Rien pour m'étonner. Le fait qu'on s'en prenne aux adversaires, le fait qu'on essaye d'étouffer l'opposition, cela existe aussi, je veux dire, dans la pratique, je ne dirais pas normale, mais dans la pratique normale, ordinaire du fonctionnement des départements scientifiques, dans les sciences molles comme dans les sciences dures. On fait taire l'opposition, il y a des clics, il y a il y a des arrangements qui sont faits pour faire taire l'opposition. Les méthodes utilisées sont rarement honnêtes, elles sont en général déloyales. Je crois avoir raconté un jour l'histoire qui m'est arrivée moi quand j'avais soumis un papier, un article. Je parle il y a très longtemps, on devait être vers 1979-1980, quand j'avais soumis un article en anthropologie et où j'avais deviné que la personne qui avait saboté la candidature de mon papier était sans doute le directeur de la revue, parce qu'il voulait se maintenir un monopole sur un certain type de discours à l'intérieur de ces disciplines. Alors l'ayant dévoilé, je lui avais écrit une lettre directement en lui disant que c'était malhonnête, qu'il faisait simplement barrage à ce que d'autres personnes deviennent des spécialistes dans sa discipline. Et il n'avait pas ignoré ma lettre, il m'avait répondu en disant à la guerre comme à la guerre. Voilà, ça c'est des choses qui se passent dans le milieu scientifique. C'est évidemment pas, c'est donner je dirais, des verges pour vous battre quand vous avez des adversaires, et en particulier quand vous avez des adversaires qui disposent de moyens financiers extrêmement importants, comme c'est le cas le cas de ce débat autour du climat, du réchauffement climatique. Alors, il est évidemment consternant que des gens mettent simplement des sommes dont ils disposent pour un bénéfice immédiat, pour le bénéfice de leurs affaires, mettant l'avenir de la planète tout à fait en danger, s'en fichant complètement. Ça produit des discours dangereux évidemment, puisqu'on n'est pas alerté suffisamment sur ce qui nous menace. Et dans le cas de ces financements d'un certain type de sciences et économie, essentiellement falsifiés, à mon avis, depuis 1870, ça nous a produit le résultat qu'on a vu en 2008,
c'est-à-dire d'une science économique qui n'a rien à dire, qui n'a pas vu venir la crise, qui n'a rien à dire quand elle se produit. Pourquoi? Parce qu'elle a été délibérément produite de manière falsifiée par un filtrage des, comment dire, des ressources, un filtrage du financement pour favoriser un certain type de recherche, un certain type de résultats, un certain type de conclusion. Alors évidemment, c'est du court-termisme dans la nature, je dirais, la plus lamentable, la plus navrante. C'est malheureusement comme ça que nous fonctionnons. Et là, je ne parle encore que du domaine scientifique. On sait bien que dans le domaine politique, l'argent permet de dévoyer la démocratie dans un sens particulier, celui qui l'arrange, au point que nous nous trouvons maintenant dans une situation où pratiquement l'éventail des partis qui peuvent être des partis du gouvernement sont tous des partis qui se couchent devant le pouvoir de l'argent. Je viens de le dire dans un billet que j'ai écrit, que ces partis se présentent comme étant progressistes ou conservateurs ne fait aucune différence, puisque à l'arrivée, ils se couchent de la même manière devant le pouvoir de l'argent. Alors, c'est un début un petit peu déprimant pour l'année 2014, mais on continue à se battre, on va essayer de continuer à faire une différence dans ce domaine-là. À très bientôt, à la semaine prochaine.